Bienvenue à Au-delà du conflit, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui accompagnent les individus et les organisations à travers les tensions, dialogues et solutions. Ici, on explore ce qui se joue avant, pendant et au-delà du conflit. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode d'Au-delà du conflit. Julie, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. On accueille Denis Vigneault, 40 ans d'expérience en tant que conseiller syndical. Donc, merci d'être là, de venir nous partager. Ça me fait vraiment plaisir. L'expertise et des histoires, j'imagine qu'on aura droit peut-être à quelques histoires. On verra, mais c'est sûr que dans 40 ans, il y en a quelques-unes. Quelques-unes. Vous Ah en avez oui, quelques-unes peut-être de communes également. Donc, Oui, on a une histoire commune. Vous Oui, avez travaillé ensemble. on a eu à travailler ensemble, puis quand on a parlé du podcast, Tania, tu sais, je pense que c'est un des invités que je t'ai parlé en disant « J'aimerais avoir Denis avec nous, j'aimerais avoir la perspective du monde syndical. » Fait que non, je suis super contente. Un, de te revoir personnellement, puis oui. deux, qu'on puisse partager ce petit bout-là de podcast ensemble. Très bonne, excellente idée. En fait, 40 ans de carrière. Donc, tu as accompagné des centaines de groupes syndicaux dans les négociations, entre autres, etc. Dans l'ombre, parfois, tu sais, c'est peut-être un métier qu'on voit un petit peu moins, auquel on pense un petit peu moins quand on va, même dans les médias, avec un beau cocktail d'émotions, peut-être de la pression. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça en premier lieu, là, quand tu repenses un peu en rétrospective? C'est une aventure qui est d'abord humaine, très humaine. On travaille avec des gens tous les jours. Donc, il faut apprendre à connaître l'humain, à aimer l'humain, puis à faire en sorte que... Tu sais, moi, j'ai toujours dit que mon travail, c'était un peu de créer du bonheur. Essayer de créer du bonheur. Alors, dans les négociations collectives, c'est un peu ça aussi qu'on essaie de l'objectif, c'est d'abord, on a des mandats qui nous sont donnés par les gens qu'on représente. Puis c'est de voir comment on peut arriver à faire en sorte que, en discutant avec notre vis-à-vis, qui est la partie patronale, on peut faire atterrir quelque chose d'intéressant. Et il faut que ça soit aussi intéressant pour l'employeur. Tu sais, on n'a pas le choix. Là. C'est des rapports qui sont gagnants-gagnants, mais de faire en sorte que les gens qu'on représente soient le plus heureux possible. Puis ça, il y a bien des façons, puis il y a bien des perspectives, puis il y a bien de l'éducation, puis de la formation aussi là-dedans. Souvent, les gens savent pas que une telle approche peut faire en sorte qu'ils vont être plus heureux dans leur milieu de travail, puis ça va évoluer avec les années, ça va évoluer d'une négociation à l'autre même. Alors, c'est intéressant, c'est un paquet de choses comme ça qu'on essaie de mettre ensemble pour créer du bonheur, tu sais. J'aime bien ça. Mais ça, l'expression créer du bonheur. En fait, je l'aurais pas vu comme ça. Puis... C'est ce que j'expliquais à mes enfants quand ils me demandaient, plus jeunes, qu'est-ce que tu fais, papa? Papa crée du bonheur. Mais on se rejoint parce que moi, mon slogan, quand je me suis lancée en consultation, ça a toujours été ça, pour que vos employés aiment les lundis matins. Ouais. Donc, on se rejoint là-dessus, alors que j'ai jamais travaillé dans un milieu syndiqué dans mon expérience en RH dans ma vie passée. J'ai fui ça comme la peste. Moi, j'ai un souvenir d'avoir grandi avec un papa très impliqué au niveau syndical, puis je me suis dit, oh non, moi, je m'en vais pas. Je postulerai jamais j'ai jamais postulé à un endroit où c'était syndiqué. J'avais, je sais pas si je veux pas dire peur, je sais pas quelle émotion, mais j'avais l'impression que, arc, tu sais, j'avais ce sentiment-là. C'est parce qu'il y a beaucoup de préjugés aussi qui sont associés au monde syndical. Tu sais, le préjugé, c'est la grève, le sang, le conflit ouvert. Puis les réunions avaient lieu chez nous, là, donc c'est sûr que... Tout ça. Les réunions syndicales avaient lieu chez nous. C'est peut-être rien pour avoir l'impression que c'était le fun. C'est ça. Je pense que dans la perspective syndicale, Denis, tu le mentionneras, mais il y a plusieurs couleurs, tu sais, qui sont possibles, tout dépendamment des centrales syndicales. Ça dépend énormément du représentant aussi, mais du degré de confiance que l'employeur a envers le syndicat a envers l'employeur. Fait que ça peut donner une explosion de couleurs et de situations particulières, là, parce qu'on travaille avec l'humain. Tout à fait. Puis l'état des relations de travail dans le milieu de travail va teinter la négociation d'une convention collective, le renouvellement d'une convention collective. Avec les années, on apprend à travailler ensemble, on apprend à connaître les gens, nos vis-à-vis. On essaie de faire le mieux possible pour que tout se passe bien. Vous savez, comme moi, que 98-99% des négociations
négociation collective se termine correctement. Avec c'est pas celle qu'on voit dans les médias. C'est parce que c'est pas une nouvelle. De dire que ça a bien été dans telle entreprise, la négociation s'est bien passée, puis les gens ont accepté ça. Puis c'est pas une nouvelle. La nouvelle, c'est quand ça va mal. Effectivement. C'est ce qu'on voit. Puis je l'entends quand même plus dans mes interventions, quand je rencontre un employeur qui dit, ben OK, on va faire tel genre d'intervention, puis on implique le syndicat. Pour nous, c'est un partenaire. On est en bonne relation et tout ça. Puis je trouve que le discours a quand même changé dans les, je veux dire, dans les 4-5 dernières années. En tout cas, moi, dans ma clientèle, je l'entends plus comme présenté comme un partenaire plutôt que comme des relations difficiles. Je me dis, bon, tant mieux, les choses évoluent. Évoluent pour plus de bonheur, justement. Moi, ça a toujours été ce qui m'a animé. Oui. C'est ce qui fait que je me suis investi dans le monde syndical, dans les relations de travail. L'approche de la CSD, c'était la démocratisation des milieux de travail. Alors, voir comment on peut faire participer le plus possible les travailleurs dans la vie de l'entreprise. Démocratiser ça, ça veut dire ça aussi un peu. Qu'ils ont une expertise, ils ont un savoir-faire, reconnaissons-le, puis consultons-les à certains égards pour savoir comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait améliorer leurs conditions de travail, la productivité, l'efficacité. Alors, tu sais, c'est ça qui m'a animé, donc, comme je disais d'entrée de jeu. C'est ce qui fait la marque de commerce aussi de la centrale. Puis quand on a travaillé ensemble, Julie et moi, on était dans une entreprise où il y avait une coopérative de travailleurs actionnaires. Oui. Ah, OK. Alors, c'est particulier, c'est très rare. C'est différent. C'est intéressant, oui. Alors, mais ça, il y a un échange, il y a une transparence, il y a une communication d'informations. La vie d'entreprise, elle est démocratisée. Elle est expliquée aux travailleurs. Ils savent, donc ils sont plus engagés, normalement. Pas toujours, mais ça met en place des éléments qui peuvent favoriser l'engagement. Du travailleur. Puis souvent, quand on est engagé dans un milieu de travail, dans son travail, c'est plus fun, c'est plus intéressant que si on se lève le lundi matin et qu'on, encore aujourd'hui, je vais aller... on va machinalement, puis on n'a pas de plaisir, puis on se fout un peu de ce qui se passe. Alors, on va chercher notre paye. Quand on va chercher sa paye, on a une paye, mais c'est tout on ce qu'on a. passe à côté d'autres on passe à côté de beaucoup d'autres choses, effectivement. Ça change le dialogue. On n'y arrive pas toujours. C'est pas toujours des success stories, mais quand même, des fois, à différents niveaux, on réussit à faire des trucs super intéressants, puis les gens sont contents. À ton avis, qu'est-ce qui manque comme ingrédient dans nos relations de travail actuellement pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de succès et de collaboration avec les équipes syndicales? Ça dépend. Il n'y a pas de recette toute faite. Je dirais ça. Il n'y a pas de recette toute faite. Il y a des ingrédients qu'il faut considérer. Les ingrédients sont la proximité. D'abord, la proximité des gens. Alors, il faut être avec notre monde. Tant du côté syndical que patronal, je pense, mais c'est encore plus le défi du côté syndical d'être avec les gens qu'on représente, de bien comprendre leur réalité pour être en mesure d'être un porte-parole qui va vraiment être leur courroie de transmission de ce qu'ils aiment. Donc, la proximité, ça, c'est fondamental. On peut pas juste les voir une fois par 3 ans dans une assemblée, puis prendre des questions, puis là, s'en aller avec ça, puis dire, moi, je sais. Ce qu'il y a derrière la question. C'est ça. Alors, puis je sais pas, moi, c'est pas vrai là, que je sais pas tout, là, je sais pas. Ils vont me le dire. On va sentir ça. Donc, ils sont experts de leur contexte. Oui. Ça, c'est un ingrédient très, très important. La proximité des gens, la transparence, pour bien cerner la préoccupation. Après ça, la formation aussi, en cours de dans les relations de travail au quotidien, mais je pense que la formation, tant au niveau syndical que la formation dans l'entreprise, que la formation continue, fait en sorte que les gens vont enrichir et puis vont être plus intéressés, dans bien des cas, aux aspects de l'entreprise, proprement dit. Alors, il y a des ingrédients comme ça. Et puis, c'est pas toujours possible, mais on travaille tranquillement, souvent, à développer l'engagement. L'engagement, ça favorise pas toujours juste l'employeur, ça favorise aussi le travailleur. C'est reconnu, c'est démontré que les entreprises qui performent socialement, qui investissent au niveau de la transparence, de la consultation des travailleurs et des travailleuses, etc., donc des performances sociales, ça augmente aussi leur performance économique. Donc, ils vont chercher
Ils vont chercher... Il y a un intérêt pour l'employeur et pour les travailleurs. Il y a une relation de gagnant-gagnant à faire en sorte qu'on est au-delà de négocier une échelle salariale, des congés, des assurances, puis des applications d'ancienneté. Il faut être innovateur, il faut aller plus loin que ça, surtout de plus en plus aujourd'hui, là, pour réussir à retenir les gens, pour les employeurs, retenir les gens dans l'entreprise, il faut qu'ils puissent être ouverts à des nouveaux trucs qui vont faire en sorte qu'ils vont développer un engagement. Alors ça, c'est important. C'est un autre clé, c'est un autre ingrédient. Moi, j'ajoutais tantôt la confiance. Je ne sais pas si c'était hors d'onde, mais le lien de confiance est super important. Évidemment. Oui. Tu l'as construit comment, toi, tes liens de confiance? Ça dépend aussi beaucoup de l'individu. Hein? Moi, écoutez, ça fait longtemps, vous avez dit que je fais ça. Ça fait une quarantaine d'années. Quand même. Quand j'ai commencé, j'étais jeune. Puis moi, j'avais une obsession de crédibilité. J'étais en début de vingtaine. Je me disais, ce soir, je m'en vais dans une assemblée où à peu près la majorité du monde vont être plus âgés, même beaucoup plus âgés que moi. Ils ont l'âge de mes parents. Alors, qui je suis, moi, pour leur dire ce qui est bon pour eux, puis quoi faire, puis comme, tu sais... Fait que ça, quand on est conscient de ça, on développe sa crédibilité, on est à l'écoute des gens, là. C'est eux qui nous apprennent, c'est eux on s'élève jusqu'à eux, dans le fond, pour bien comprendre leurs préoccupations, pour bien comprendre leur stress, pour bien comprendre leurs besoins. C'est ce qui fait qu'on peut développer une crédibilité. Quelqu'un qui pense tout savoir développera pas, je pense pas, une bonne crédibilité. Là, quand d'avoir une posture d'humilité, assurément, surtout en début de carrière. Ça prend une bonne dose d'humilité et d'écoute pour développer cette relation de confiance-là nécessaire à la poursuite des choses. Puis après ça, quand on fait notre travail en échange avec l'employeur, en comité de négociation, là, on est en mesure de mieux argumenter, effectivement, de mieux argumenter, de mieux convaincre, parce que c'est un peu une job, c'est un peu ma job, c'est un peu convaincre, négocier, c'est un peu ça. Hein? Puis je trouve ça le fun parce que ce que tu apportes comme perspective, Denis, c'est un petit peu le leitmotiv de notre balado, de notre podcast au-delà du conflit. On entend ce que tu nommes, puis on dit hey, écoute, c'est la même réalité dans les organisations. Ce sont les mêmes ingrédients, ce sont les mêmes clés. Alors, tu sais, de prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la table, tu sais, que ce soit dans des comités pour des griefs, des comités, lorsqu'on est en négociation, convention collective, vous travaillez avec l'humain comme on travaille avec l'humain ou comme je travaille avec l'humain, Tania travaille avec l'humain. Hein? C'est fascinant, c'est les mêmes ingrédients, Denis. C'est vrai. Oui. Effectivement. Puis comment on a un peu parlé dans ton parcours du début, que tu as travaillé justement à gagner cette crédibilité-là, devenir plus humain, plus stratégique en progression de carrière, puis en gagnant de l'expérience autour de ça. Mais est-ce que tu as une leçon à nous partager de tout ça, de cette progression-là, justement, être plus proche des gens, Qu'est-ce que tu en retiens? Il ne faut jamais mentir. Première des choses, on parle souvent dans la relation de travail, le bluff, puis il faut bluff. Non, jamais mentir. Ça paye jamais. Ça nous rattrape toujours. Alors, soyons honnêtes, soyons francs dans nos rapports. Et puis ça, il y en a des fois qui vont peut-être s'essayer là, avoir des plans, toutes sortes de plans machiavéliques pour arriver à leur... S'enfarger par la suite dans le mensonge. Non, c'est pas... Ça, c'est à ne pas faire. Mais c'est bien parce que souvent, quand il y a de la tension, il y a plusieurs personnes qui vont quand même essayer de, sans mentir, contourner, dévier la vérité ou dévier. On n'est pas obligé de tout dire. Cacher des choses, mais c'est ça, on n'est pas obligé de tout dire, mais on ne va pas jusqu'à mentir. Non. Puis, ça va mieux, justement, pour retricoter la dynamique relationnelle. Ça nous rattrape toujours. Si on essaye de... traficoter, c'est la réalité. Là, tout finit par se savoir. Ça nous rattrape toujours. Ouais. La franchise, je pense que c'est important. Puis, tu sais, c'est un petit monde, les relations de travail. Hein? On se rencontre toujours dans un autre corridor à un moment donné dans la vie, dans une autre. Tu sais, c'est tant les équipes patronales que syndicales, c'est des gens qui se connaissent et qui se rencontrent devant les tribunaux administratifs, en négociation, dans des colloques, dans des congrès, dans toutes sortes de choses. Alors, ça s'évite, des gens qui ont...
qui sont pas legit, là. C'est trop stable. J'avais le mot qui me sortait, qui était sur le bout de la langue, qui était ça. Mais oui, effectivement. Qui n'était pas trop stable. Trop stable. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. On repère les ratoureux. Ah oui. Oui, on les repère. On les repère, hein. Ouais. Puis du côté syndical, vous avez également souvent des grands groupes. Okay? Oui. Alors, on le sait qu'il y a une différence entre que ça soit égal ou équitable, ou tu sais, comment on approche de l'autre côté de la table, justement, lorsqu'on sait qu'il y a des enjeux qui sont humains, qui sont émotifs, puis qu'on a été à table de négociation, il y a eu des discussions, on le sait jusqu'où on peut aller, mais en même temps, s'il y a des limitations peut-être dans l'organisation, comment du côté syndical, après, vous expliquez l'information auprès des employés pour qu'ils se fassent aussi une idée complète de la situation ou du problème versus la solution qui risque d'être. Pour comprendre ta question, oui. Quand il y a des différents groupes d'intérêt? Par exemple, lorsque, justement, il y a quelque chose qui a été négocié, ensuite, vous devez aller l'expliquer aux membres. Mm-hmm. Ils n'ont pas été présents nécessairement lors des rencontres pour voir toutes les explications, les échanges, la dynamique qu'il y avait. Alors, comment ensuite, lorsqu'on est devant le groupe de travailleurs, qu'on leur explique, parce qu'ils ont des émotions, eux, il y avait des attentes. Ils vous ont donné un mandat, puis le mandat est arrivé, puis il y a des choses qui ont passé, d'autres sont encore en discussion, d'autres qui n'ont pas pu passer. Comment on leur explique ça, tu sais? Disons que là encore, il y a des clés. Je pense que la transparence est importante. Oui. La possibilité de poser des questions, la possibilité d'expliquer des éléments de contexte. Même s'ils n'étaient pas là, il faut essayer de mettre en place une espèce de... pour qu'ils puissent voir. Oui. Donc, on y va, on déborde le simple résultat de nos échanges, mais on explique dans quel contexte ça s'est négocié, ça s'est discuté, dans quel climat avaient lieu les échanges, souvent, et pourquoi tel aspect de vos demandes n'a pas été retenu au niveau de la présentation qu'on leur fait aujourd'hui. Et moi, je pense que je me suis toujours dit, les gens à qui on parle sont intelligents. Faut se dire ça en partant. Oui. On ne s'adresse pas à des épais, là. On s'adresse à du monde intelligent qui sont capables de raisonner. Oui. Puis tant qu'on entretient ça, puis qu'on est dans ce mode-là, on peut continuer, puis ça fait des assemblées, des réunions qui sont intéressantes. Oui. Mais gardons ça à l'esprit. Mm-hmm. Les gens sont capables de comprendre. Il ne faut pas penser qu'on est plus fin qu'eux autres, puis que nous, on vit sur une autre planète. Oui. Il faut être capable de descendre, vulgariser, puis d'emmener l'information. Puis de pouvoir l'expliquer, puis de répondre aux questions. Puis des fois, ça prend... puis c'est normal, tu sais, ils sont pas là, ils n'ont pas participé aux échanges. Oui. C'est un défi. C'est un défi important, mais il faut que tu aies, comme négociateur, à la fin, avant qu'un vote soit pris, avoir l'assurance que les gens ont bien compris. Les gens ont bien compris. Ils vont faire un choix. Ils font un choix démocratique. C'est pas toujours arrivé que... Des fois, c'est arrivé que ça soit refusé. Des rapports de négociation, le résultat a été refusé. Ça arrive. C'est correct. C'est correct. Souvent même, voici, c'est ce qu'on a pu faire. Bon. Puis, il y a bien des niveaux dans ça. J'ai pas toujours été ultra satisfait des négociations que j'ai faites dans ma vie, là. C'est pas vrai, là, tu sais. Des fois, c'est difficile. Puis, c'est ça, la vie aussi, tu sais. Des employeurs, il y en a toutes sortes. Des syndicats, il y en a toutes sortes. Puis on fait du mieux qu'on peut. Et il faut être capable aussi, souvent, d'organiser un rapport de force. Oui. Ça fait partie de négociation. Tant les employeurs le font que les syndicats le font. Donc, il faut être capable de mobiliser nos gens. Si on a des objectifs, qu'on croit dans nos objectifs, moi, je leur dis toujours, j'ai bien beau d'être le meilleur des négociateurs de la Terre, mais si vous ne démontrez pas que vous êtes déterminés, vous autres, là, ça va paraître. Là. J'aurais bien beau dire n'importe quoi. L'employeur va savoir. Là, encore là, c'est la transparence. Il y a un jeu. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Donc, il faut occasionnellement être en mesure, être capable d'organiser les troupes pour développer un rapport de force. Pour éviter souvent des conflits. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça le but. C'est vraiment l'objectif. Est-ce que c'est déjà arrivé, probablement 40 ans, où est-ce que justement un conflit a éclaté, mais qu'après, au-delà du conflit, justement, il y a des choses qui ont été réalisées de part et d'autre et que ça a permis une ouverture ou une discussion ou un changement de dynamique
auprès de certaines entreprises? Nécessairement. Dans tous les conflits, parce que tous les conflits, souvent, on leur dit, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, mais ça va finir. Oui. Ça va finir à un moment donné, puis il va falloir apprendre à revivre ensemble à un moment donné. Il va falloir attendre que la poussière retombe, parce que souvent des conflits ouverts, là, on parle de grève ou lockout, là, particulièrement, c'est pas facile. Puis il y a personne au monde, dans le monde syndical, qui veut faire un conflit pour faire un conflit. C'est pas vrai que moi, je suis un pro-grève, c'est pas vrai. Ça arrive jamais, ça. Il n'y a aucun cas sur 100 où on est en conflit de gaieté de cœur. Okay. Donc, c'est des choses malheureuses. On ne veut pas arriver là. Des fois, c'est possible. Mais ultimement, à la fin, on va apprendre, on va avoir échangé, puis on va arriver avec un règlement qui va permettre, dans bien des cas, pas toujours, mais dans bien des cas, de tirer certaines leçons de la vie de l'entreprise, de la vie en entreprise, de notre quotidien. Tu sais, c'est des rapports humains. Donc, il y a aussi beaucoup de perceptions de part et d'autre là, au quotidien. Tant des responsables sur le plancher, si on parle de milieu de travail, de production, là, tant des cadres de l'entreprise que des syndiqués. Parce que des fois, on apprend des choses en termes de négociation. On dit hey, ça se passe comme ça dans l'usine. Ça rejoint ce que tu nommes. Des fois, on est un peu loin de la réalité. Des fois, on peut réaliser que l'équipe syndicale n'est pas aussi, tu sais, elle ne comprend pas non plus la réalité de l'autre côté. Alors, d'où l'importance de se parler puis d'avoir un discours qui est transparent parce que on reste dans de la perception ensuite, là. C'est très vrai. Donc, savoir gérer les perceptions, savoir les comprendre, pouvoir... parce qu'on apprend souvent à l'employeur des choses qu'il ne sait pas lui-même. L'employeur nous apprend aussi de ses réalités plus économiques, de marché ou de qualité ou... peu importe. Donc, il faut échanger là-dessus. Puis, quand les canaux sont ouverts puis que le dialogue est bon, c'est plus efficace. Sans nommer nécessairement l'organisation ou le milieu, parce qu'on l'a dit, ça peut être plus petit. Est-ce que tu as souvenir d'une grève, par exemple, qui aurait pu être évitable, probablement avec d'autres stratégies, finalement, là, pour que les tensions ne montent pas autant? Oui. Sans nommer, oui. Sans nommer, est-ce que tu as envie ou tu as la possibilité de nous parler un petit peu du contexte ou de comment que ça aurait pu être évité? C'est des erreurs de communication. Complètement. C'est des perceptions mal interprétées. C'est vraiment ça. Alors, j'ai en tête, je ne vous nommerai pas les parties. On n'ira pas là, mais j'ai clairement, je peux vous identifier un conflit, entre autres, où ça n'aurait jamais dû arriver. Et c'est arrivé parce qu'il y a une erreur de communication, carrément. On pensait que, puis l'autre pensait que. Fait que comme ils pensent ça, nous autres, ça ne marche pas. Puis bon... dans le rapport de force, on n'ira pas valider. C'était un conflit qui a duré quelques jours. Bon, ça n'a pas duré quelques mois, quelques jours. Mais ça aurait très bien pu être évité parce que, veut pas, quand il y a un conflit ouvert, ça marque. Il y a des blessures, souvent, qui peuvent demeurer. Il y a un petit peu de bonheur quand on vient au lundi matin. C'est sûr, qui peuvent demeurer longtemps, qui peuvent marquer les gens, qui ont eu des déchirements ou qui se sont sentis trahis. La trahison, c'est vraiment ça, parce qu'on s'est mal compris. On entend parler dans des dossiers de médiation, Denis. C'est la même chose. Tu te rends compte que la communication, c'est la base. Tu as l'impression que ton message est clair, mais il a été perçu d'une autre façon, ou l'émotion, quand tu l'as nommé, tu n'étais peut-être pas dans ton meilleur ou ta meilleure journée, tu avais un glitch là, de stress qui fait en sorte que le message a sorti un peu n'importe comment. C'est fou à quel point, de rattraper ça par la suite, là, il faut du vouloir, là, mais il faut être conscient que ça va prendre du temps. Puis en même temps, quand tu es en médiation, souvent c'est un conflit entre deux personnes. Là, il y a quand même un groupe de personnes autour de la table. Ça veut dire que tout le monde a embarqué dans l'erreur de perception ou se sont entretenus. Oui, madame. Dans l'erreur de perception. Tout le monde. Fait que l'émotion a pris de la place. C'est plus dur à réparer. Là. Alors, après ça, là, il faut mettre les bouchées doubles pour ramener les choses. Ça se fait. Parce qu'on va se revoir pour des griefs, on va se revoir pour d'autres contextes aussi. Donc, absolument. Puis le milieu de travail, on ne fabriquait pas des bouilloires, là, pour dire ça. Donc, c'est un milieu de travail où les gens doivent communiquer. Ils sont dans
dans ce secteur d'activité-là. Là. C'est les communications, c'est les échanges entre êtres humains. Là. Wow. C'est encore bien plus difficile, ça. C'est encore plus difficile. C'est encore plus étonnant que ça soit arrivé dans un domaine. Oui, oui. C'est étonnant, décevant. Décevant, frustrant. Ça serait peut-être moins la trahison, on parlait de trahison, ces choses-là. Ça fait beaucoup plus mal. Oui. Ça fait beaucoup plus mal. Mais ça peut arriver. C'est pas tous les jours, c'est pas dans la majorité 80% vont bien. C'est ça, même plus. Et plus. 95 et plus. Ah oui. Est-ce que la statistique, c'est encore ça? Parce que on entend tellement de conflits, puis c'est sûr qu'on n'entend pas tous ceux qui se règlent, là, mais on entend réellement beaucoup de conflits dans les dernières années, dans les derniers mois. Puis il y a même le ministre, qui a décidé, il en rajoute une couche, là, de belles discussions à avoir. Dernièrement. Les statistiques de conflits de travail, est-ce que la statistique est encore bonne, Denis, ou dernière nouvelle? Écoutez, j'ai pas vérifié les statistiques. À ta connaissance. Mais à ma connaissance, la statistique est bonne aussi. Comme je disais peut-être un peu plus tôt, ce qu'on voit, c'est ce qui va mal. Bon, mais quand on regarde ça, c'est encore 95% et plus des négociations collectives ou des échanges collectifs, des rapports collectifs qui vont bien. Est-ce que ce qui va mal va beaucoup plus mal que il y a quelques années? Ou c'est juste qu'on est plus sensible aux médias? C'est différent. Les enjeux ont évolué dans les relations de travail, dans les ressources humaines, dans les entreprises. Puis des fois, pas tant que ça. Mais ceux qui sont à la fine pointe, là, tu sais, faut s'adapter aux besoins du monde, aux aspirations des jeunes. Aujourd'hui, faut écouter ce qui... On voit pas la vie nécessairement de la même façon quand on a 60 ans ou quand on a 18 ans. Hein? C'est dit abondamment aujourd'hui. Alors, comment tu le manageais, ça, justement, cet équilibre-là, quand tu arrives avec un groupe avec les rapports intergénérationnels. Oui, mais c'est un beau défi, ça. C'est un beau défi. Un peu moins d'engagement syndical chez les jeunes, j'aurais l'impression, ou de ce que j'entends, peut-être que moi, on a tendance à dire ça, mais je dirais pas nécessairement ça. Il voit différemment. Évidemment, là, l'individualisme prend beaucoup de place, mais ça veut pas dire que les jeunes se sont désengagés de la chose syndicale. Bien au contraire. Je pense qu'ils ont... une autre lecture. Oui. Puis je pense qu'ils ont des besoins différents, besoin de peut-être d'engagement un peu plus grand, d'avoir un peu un sens simple, le sens du travail, que leur travail a un sens dans leur vie est peut-être plus important que... Avant ça, tu sais, comme mes parents, c'était un devoir, tu sais, on travaille pour un employeur toute sa vie, puis... Une bonne job, un bon fonds de pension, ça va bien aller. Comme dirait Yves Deschamps. Les unions que ça donne. Mais là, tu sais, justement, avant d'arriver avec l'employeur, puis de sortir de notre posture de négociation, on a à rallier nos membres de différentes générations où les conversations doivent parfois être houleuses. Donc, ça aussi, ça fait partie de... T'as-tu des trucs, des astuces pour... Des trucs. Non, c'est d'écouter, hein. C'est vraiment d'écouter puis de voir, travailler aussi, préparer nos réunions, essayer de voir. Moi, ce que je faisais souvent, c'était des réunions de petits groupes, avant la grande réunion. Parce que dans une grande réunion, disons qu'on est 100 dans la salle, là, c'est pas vrai qu'on peut vraiment tout le monde s'exprimer, puis tout le monde y aller de ses préoccupations, puis ses besoins. Puis de tout. Bon, alors c'est bon de faire... Moi, j'ai fait ça souvent, des réunions de petits groupes. Puis c'est quoi les petits groupes? C'est des petits groupes informels. C'est pas juste le département A puis le département B. Si le département A puis le département C, c'est des gens qui collaborent ensemble, ça va être ça, mon groupe. Les gens qui ont une communauté d'intérêt dans l'entreprise ont des besoins, ont des aspirations, ont des choses qui veulent changer. Puis souvent, on commandait un petit lunch, puis du café, puis on élimine peut-être les règles d'assemblée, les règles démocratiques on jase. Dans proximité. Dans la proximité. Pour aller chercher le jus, pour aller chercher le... Donc, après ça, on se fait une thèse. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais une réunion, pas une assemblée générale, mais une réunion synthèse. Voici ce que ça a donné, les consultations qu'on a menées. On a fait 8
10, 12 rencontres, dépendamment de la grosseur des groupes. Puis là, la synthèse nous donnait ça. Puis là, je leur explique, c'est important maintenant qu'on soit solitaires les uns envers les autres. Ce que tel groupe a, ben c'est important, c'est ce qu'ils vivent. Oui. Alors, soyez solidaires aussi de vos collègues de travail qui vivent des réalités qui ne sont pas les vôtres nécessairement. Puis c'est comme ça qu'on va réussir une belle négociation, puis qu'au bout de la ligne, ben, tu sais, c'est du jus de bras, c'est du temps qu'il faut mettre, puis il ne faut pas avoir peur d'en mettre. L'éducation aussi, parce qu'il y en a là-dedans dans ces groupes-là qui vivent leur première négociation collective, ils ne savent pas trop. Ben c'est sûr. Il faut expliquer ça aussi. Il faut expliquer aussi, là, il y a des gens aguerris puis que ça fait longtemps qu'ils passent par le processus. Mais on l'explique. Moi, ce que je faisais dans ces petites réunions-là, je commençais par expliquer le contexte. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est important. Ce que je viens de tout vous dire, c'est important. Puis à un moment donné, on va s'asseoir en négociation. Puis voici les règles de négociation. Puis voici comment ça se passe. Le cadre juridique, le cadre stratégique, les objectifs. Il faut tout expliquer ça. Pas prendre pour acquis que les gens le savent. Non, jamais. Non, jamais. Donc, il faut expliquer ça. Évidemment, il faut expliquer ça. Puis après ça, ben, quand ils ont compris le processus, si on veut, parce que c'est un processus, ben là, on y va dans... Bon, puis là, on dirige un peu la rencontre sur tel thème. On développe des thèmes qu'on pense qui vont attracher, qui vont attirer l'attention des gens. Puis après ça, eux autres peuvent nous saisir de leurs préoccupations qui n'ont pas été... c'est un travail qui prend des mois, préparer une négociation comme ça, mais ça porte fruit. Je pense que oui. Je n'ai pas... Tu sais, c'est la première fois que j'entends, tu sais, la façon dont vous fonctionnez, je trouve ça génial. Je pense que ça permet, rendu à une table de négociation, que les gens qui sont là, justement, représentent les points de tout le monde et que ça ne devient pas un point individuel. Tu sais, c'est déjà arrivé où est-ce qu'à une table, tu vois qu'il y a un humain qui est là, mais il est là pour défendre sa cause, sa situation personnelle. C'est normal, c'est humain. C'est humain, hein? Mais ce que vous faites encore ou ce que vous avez fait, je trouve ça intéressant parce que, justement, ça permet de voir qu'il y a des besoins dans tous les départements, mais de les faire comprendre un petit peu avant aux autres collègues aussi. Ça fait un peu le ménage dans tout ça quand on arrive à l'Assemblée. Là, les débats ont eu lieu dans les petits groupes. Fait que, on a des débats plus collectifs dans les assemblées. Puis bon, on peut... C'est les vrais enjeux qui sont discutés, non pas... C'est ça. On a enlevé la première couche. Oui. On peut dire ça. Des fois, on peut dire ça. Idéalement. Puis tu le vois comment, l'avenir du syndicat? La place du syndicat au Québec... Ben, c'est incontournable, c'est nécessaire les syndicats. Il faut aussi être branché sur les besoins des nouvelles générations. Oui. Alors, il faut y mettre du temps. Je pense que dans les organisations syndicales, le fait d'avoir des comités jeunes, c'est une bonne chose. Comme on disait, les mentalités ont évolué, ont changé, les préoccupations sont pas les mêmes, on voit pas la vie de la même façon, donc il faut comprendre ça. Mais c'est évident que c'est aussi nécessaire que ça a toujours été, là, la place des syndicats dans la société. Puis aussi il y a des débats qui se font actuellement socialement sur le droit de grève et l'exercice du droit de grève et tout ça. C'est des débats importants, mais c'est important de garder ça, c'est sûr. C'est sûr, là, tu sais, il faut comprendre que le droit d'association emporte le droit de négociation, puis le droit de négociation emporte le droit de pouvoir exercer un rapport de force. C'est ce qui fait qu'on va arriver à des résultats. C'est pas vrai qu'en enlevant le rapport de force au parti, que ça va aller mieux. C'est pas... Puis, rappelons-nous, faut être heureux, là, au bout, là. Faut être content, là, tu sais, puis... Et là, les gens pourraient dire aussi, oui, mais le public qui consomme les biens et les services, dans les services essentiels. Là, absolument. Mais les syndicats, dans l'histoire, ont été généralement responsables. Dans l'histoire des relations de travail, en tout cas au Québec, on a négocié toutes sortes de choses. Il y a une loi sur les services essentiels au Québec qu'on n'a pas nécessairement au fédéral, puis ça, il faudrait qu'ils se penchent là-dessus au fédéral. Mais les services essentiels, faut être responsable, on peut exercer des moyens de pression, on peut exercer un rapport de force, mais en comprenant qu'il faut soigner les gens, en comprenant qu'il faut... qu'il y a des services essentiels à maintenir. Ça...
Puis la loi sur les services essentiels qui a été négociée dans les années 70, là, je me souviens pas de la date exacte, mais J'étais pas là, les syndicats ont participé à ça. Là. Oui. Les syndicats ont participé à ça. Puis il faut être responsable aussi. Je pense que ça fait partie de l'équilibre. Tout est une question d'équilibre dans la vie. L'eau bouille à 32. Il n'ira pas en bas ni... Bon. Les relations de travail, c'est une question d'équilibre. Si on n'est pas en équilibre, ça va péter. Ça ne marchera pas. Il va y avoir des frustrations. L'entreprise, les gens... Fait qu'il faut rechercher cet équilibre-là en toute chose là, dans la vie. Moi, ça m'a toujours guidé aussi. Là. À un moment donné, tu te dis, là, peut-être que l'employeur, il va un peu trop fort, là, puis peut-être que le syndicat, des fois, il va un peu trop fort. Enfin, d'être capable de... c'est humain. Alors, il faut être capable de se ramener à un état d'équilibre. Puis c'est un art. C'est pas toujours facile. Il faut savoir manœuvrer. Il faut savoir... Ça ressemble à quoi les conflits au sein même des équipes syndicales? C'est-à-dire? C'est-à-dire, dans des équipes syndicales, par exemple, il y a une communauté, la CSD, il y a la communauté CSN, il y en a... Comment, derrière ça, c'est encore des humains? Hein? Oui. La concurrence entre les organisations, c'est ça? Comment ça? Il y a toujours eu une certaine concurrence entre les organisations et il y a toujours eu aussi une solidarité entre les principales centrales syndicales et les grands syndicats qu'il y a au Québec. Ça a été prouvé à multiples reprises. Il y a des coalitions sur une multitude de sujets. Mais évidemment aussi, il y a de la concurrence parce que... Puis c'est un bout que moi, j'ai... écoutez, c'est le bout le plus plate du monde. C'est ce qu'on appelle le maraudage. Le maraudage. Oui. Ça peut être nécessaire dans certains cas, mais des fois, on dépense beaucoup trop d'argent pour aller chercher des membres ailleurs qui, souvent, c'est pas nécessairement la volonté des gens de changer d'organisation syndicale. C'est plus la volonté des organisations d'aller chercher des membres de plus parce que ça rapporte des cotisations, etc. Ça, ce bout-là, je vais vous avouer que on pourrait mettre un peu moins d'argent dans les campagnes de maraudage et d'en mettre un peu plus pour avancer collectivement. C'est nécessaire. C'est nécessaire de pouvoir avoir cette liberté de choisir son organisation syndicale. On vit dans une société où le pluralisme est important. On se distingue. Les organisations syndicales se distinguent les unes par rapport aux autres. Et c'est important de pouvoir... tu sais, moi, je suis de la CSD. À la CSD, c'est sacré. Le droit d'être et de cesser d'être affilié, c'est sacré. Notre logo, qui est tout attaché ensemble, c'est facile de rentrer, puis c'est aussi facile de sortir. Ça, c'est une liberté... On l'avait jamais vu de même. Non. Mais c'est une liberté qu'on a voulu donner aux syndicats affiliés dès la fondation de la CSD. Cette volonté, cette liberté. L'air est pur chez nous. On peut sortir de l'organisation, on peut y arriver, on peut y entrer facilement. Bon. Maintenant, j'ai vu aussi, pour ne pas le nommer, je vais vous donner un exemple. Le secteur de la santé et des services sociaux. Il y avait... Moi, je suis moins dans ce secteur-là dans les dernières années où je pratiquais la négociation, mais j'ai vécu on appelait des campagnes de maraudage dans la santé et les services sociaux. Ils se dépensaient des fortunes pour se salir entre organisations, souvent là, à tort, là, puis on finissait au bout de la ligne, là, le portrait des effectifs se ressemblait. Le même. On était dans l'ego, hein? 50 millions de dollars plus tard, ça ressemblait à la même affaire. Hein? Incroyable. Dans l'industrie de la construction, c'est la même affaire. Il y a des maraudages institutionnels aux 3 ou 4 ans. Bon, les gens, il y a des mouvements, mais essentiellement... On finit plus ou moins au même résultat. Bon. Mais je dis pas que c'est pas important d'être capable. C'est très important de pouvoir choisir son organisation, de pouvoir la quitter pour une autre qui nous convient mieux, etc. Mais quand c'est la volonté des travailleurs, pas quand c'est la volonté des organisations syndicales. Puis c'est malheureusement trop souvent le cas. C'est-à-dire, on va marauder pour aller chercher des membres alors que... On va aller brasser un petit peu, là. Puis il y a des choses qu'on fait pas. Il y a des péchés mortels dans le monde syndical, comme aller marauder un groupe qui est en conflit.
On fait pas ça. C'est non. Non. C'est non. Mettons, C'est non. t'es Et ça dans reste une non. bataille. Ça reste non. C'est dur Ouais. avec ton employeur. Puis là, il y a Ouais. une autre organisation qui arrive. Puis là, ils vont... Ça se fait pas. La Moi, je fais baguette pas ça. magique, là. Mais il y en a qui le font. Ces gens-là, c'est... ça, c'est un péché mortel. C'est comme si le pape couchait avec la bonne. Là. Ouais. C'est comme... ça se fait pas, là. On fait pas ça. C'est non aussi. C'est ça. C'est non aussi. Et ça, on est répudié quand on fait ça. On fait pas ça. Tu sais. Ouais. Bon. C'est une question. Ouais. Ça ressemblerait à quoi le monde du travail? Tu sais, si tu avais un souhait, tu sais, pour le monde du travail en lien avec notre perception qu'on peut avoir des fois du syndicat en organisation. Un souhait pour le futur. Ouais. Un souhait pour le futur. D'avoir plus d'expérience de gestion participative. Il y a trop peu de ça au Québec. Trop peu de ça au Québec. Moi, c'est ce qui m'a animé toute ma carrière. J'ai essayé souvent. Gestion participative, j'entends par là, où employeurs et syndicats s'assoient et partagent les mêmes objectifs et que les décisions peuvent être prises aussi par les travailleurs. Ils sont partenaires d'égal à égal dans plusieurs aspects de la vie de l'entreprise, dans la santé-sécurité, dans l'organisation du travail, dans la productivité, dans On a vu une petite tendance dans l'entreprise libérée il y a peut-être 5-6 ans. On dirait que ça s'est essoufflé, tout ça. Puis il y en a trop peu de ça. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est gagnant pour les gens qu'on présente, pour les entreprises aussi. Je le disais en entrée de jeu tantôt, une entreprise qui va performer socialement, va performer économiquement, c'est démontré. Le professeur Paul-André Lapointe de l'Université de Laval, qui est un chercheur réputé, a fait un paquet de recherches à ce niveau-là. Ils ont démontré que dans les entreprises où il y avait effectivement une gestion plus participative, où les décisions de gestion étaient partagées, où les travailleurs avaient leur mot à dire, où on écoutait ce qu'ils avaient à dire, on arrivait avec des résultats. Il y a de l'argent. Oui. Ah oui, des Alors, on a un intérêt. Mais c'est un beau souhait. Trop peu. Ah oui. Ça serait mon souhait. C'est un beau souhait. Assurément. Denis, on a des cartes. Oui. Chacun de nos invités, on lui demande de piger une carte et de lire la question simple, pas trop compromettante, pour en apprendre un peu plus sur toi. Bon. Celle de ton choix. Qu'aimes-tu faire pour décompresser? C'est facile. C'est facile. Moi, je suis une bonne dégo, musicien. Moi, j'ai fait de la musique tout au long de ma vie. Depuis l'âge de 12 ans, au secondaire, j'ai appris à jouer de la trompette. La trompette? Ouais. C'est le fameux instrument qu'on veut pas que son enfant ramène un jour à la maison. Pire que ça, c'est le violon. Hein? Mais bon. La clarinette. La clarinette. Bon, mais oui, ça c'est ma grande passion, celle qui m'a animé toute ma vie. Puis ça a été aussi mon projet de retraite. Grandant, hein? Oui. Quand ça marche pas, moi, j'ai une pièce insonorisée chez moi. Je descends là, je prends mon horn, puis je joue. Puis ça, c'est la meilleure chose. Ça, puis la nature, je dirais. L'autre chose, c'est la nature. Me retrouver en nature, seul ou avec d'autres, mais particulièrement quand on est seul, dans le bois, pas de bruit, il n'y a rien pour battre ça. Et puis elle est belle, cette nature-là. Oui. Puis on a tendance à vouloir la massacrer, la dominer, malheureusement, et ne pas en profiter. Si on prenait le temps d'aller passer quelques minutes dans la nature de temps en temps, on serait peut-être plus respectueux de l'environnement. On aurait peut-être moins de conflits aussi. On aurait le temps de faire le vide de ses pensées. Peut-être. Ah oui. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Vraiment. Un riche partage aujourd'hui. Bon, vraiment. Tant mieux. Oui. On en ressort. Très contente d'avoir eu l'occasion de partager un moment avec toi. Moi aussi, Julie. Oui, moi aussi. Vraiment, ça fait longtemps qu'on s'était vus. On s'est dit, et Tania, on s'est connus aujourd'hui. Oui. Mais de vous voir vous retrouver dans un autre contexte. Oui, c'est vraiment génial. Oui, c'est un beau moment. Oui. Merci beaucoup. Julie, on a des partenaires à remercier. Oui. Donc, l'enregistrement de notre podcast, en fait, repose sur une belle équipe. Oui. D'abord, l'équipe de Cooptel et de TVME qui nous reçoivent et qui s'occupe de toute notre belle technique également. On a Eventworks. Oui. Pour le prêt des micros de style podcast et la compagnie Meilleur qui nous offre également le jeu de cartes avec lequel on joue avec nos invités pour apprendre à mieux les connaître et qui propose aussi un code de promo Julie RH. Non, c'est Julie 15. Julie 15. Oui, Julie 15. Julie 15 finalement.
pour un 15 de rabais pour les gens qui voudraient découvrir des jeux de conversation comme ça. Donc, merci. Merci. Oui. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.